Nous sommes ici à Volonne, c'est un village de 1700 habitants dans les Alpes de Haute-Provence, à 10 minutes de Sisteron, 1 heure d'Aix-en-Provence. C'est une commune qui a une attractivité touristique et qui a connu un essoufflement au début des années 2000 du point de vue de la fermeture de certains commerces, d'une perte démographique et notamment de jeunes enfants qui ont conduit à des fermetures de classes et qui a conduit donc à un essoufflement de ce village. Donc plutôt qu'être dans cette logique de déprise et de dévitalisation, on a eu des élus locaux qui étaient très volontaires pour reprendre en main l'histoire de leur collectivité et qu'on proposait du coup de revitaliser la petite ville par un projet d'écoquartier en centre-bourg. Un projet d'écoquartier, c'est une opération urbaine qui vise à répondre aux enjeux du développement durable. Et ça a conduit aussi parallèlement au développement d'initiatives citoyennes qui se sont multipliées et qui ont aujourd'hui impulsé une vraie dynamique dans ce village. C'est cette multiplication d'initiatives citoyennes qui nous a intéressés et pour lequel on a été interpellés aussi par la municipalité qui s'interrogeait sur les attentes des habitants à travers ces initiatives et sur la manière dont eux pouvaient les accompagner. On a demandé donc à l'équipe Popsu, est-ce que vous pouvez nous aider finalement à mettre des mots et comprendre le processus pour pouvoir après l'utiliser et encore plus le développer, de comment naît la participation citoyenne, avec quels outils ça se fait. Et pour l'équipe de recherche, il s'agissait de creuser la question de l'interaction entre écoquartier et initiative citoyenne et d'approfondir la compréhension des modalités de co-construction de l'action publique. Bonjour. C'est aujourd'hui qu'on fait la visite de l'écoquartier. Allez, bon, bah, c'est comment parti ça change. alors. Concrètement, l'écoquartier, c'est un aménagement qui comprend la création de la maison de santé, mais c'est aussi donc tout le réaménagement du cœur de village, la création de 22 logements sociaux, les jardins partagés, le verger collectif qui est un espace de pique-nique, et puis aussi une grosse végétalisation. Il marche comment le compost du coup? En fait, n'importe quel habitant peut venir mettre ses biodéchets là dans les bacs qu'on a vus et les jardiniers s'engagent à faire vivre le compost. Et derrière, le fruit du compost, ils l'utilisent pour leur jardin. Donc on est dans une petite économie circulaire qui nous plaît beaucoup. Ce projet de requalification du centre-bourg, on peut imaginer qu'il a fait tache d'huile sur le développement des initiatives citoyennes. On a vu émerger une quinzaine de projets d'une assez grande diversité et qui se sont inscrits à la fois dans la continuité de l'écoquartier au sein même de son périmètre. Je pense par exemple à la gratuiterie, progressivement élargie aussi au centre-bourg de manière plus vaste. Et on a un certain nombre d'initiatives de boîtes à livres ou de végétalisation de l'espace public par exemple. La collectivité a souhaité soutenir finalement les initiatives citoyennes parce qu'elles s'inscrivaient dans un rapport de complémentarité pour finalement engager cette transition socio-écologique que la collectivité souhaitait conduire. Mais elle a dû s'adapter aux nouvelles formes de structuration, de regroupement des habitants. On a réussi à identifier 2 critères pour les différencier. D'une part, il y avait un critère temporel. On avait à la fois des projets ponctuels, des gens qui s'organisaient pour mener un projet sur un temps court. Et deuxième cas de figure, des projets avec une vocation plus pérenne, notamment par exemple le projet de jardin partagé. T'as encore des tomates? Et très peu, Cathy, hein. Ça y est, on arrive à la fin. L'association à la base ne s'occupait que du patrimoine bâti. Et depuis une dizaine d'années, nous avons axé aussi la mise en valeur du patrimoine, on va dire plutôt naturel. Quand il y a eu la construction du projet de l'écoquartier, la mairie nous a sollicité pour ce projet de jardin partagé. Moi j'ai une petite parcelle, alors effectivement là c'est moins beau hein, puisqu'on arrive en fin d'été. Mais bon, j'avais planté 8 pieds de tomates, j'ai eu pas mal de courgettes, donc c'est top. Le format de l'association, c'est un vrai intérêt pour les habitants qui se structurent dans ce cadre, notamment parce que ça permet effectivement d'obtenir des subventions de la part de partenaires, de la mairie, mais aussi d'autres acteurs pour financer leurs actions. Quand un porteur de projet vient avec son idée, souvent c'est qu'il n'a pas conscience des implications que ça peut avoir en termes de légalité, de sécurité, en termes de financement. Donc nous on est prêts à l'accompagner, mais on sait nous, la difficulté que ça peut représenter derrière.
Alors, le job, souvent, c'est de pointer les enjeux et puis après, d'aller emmener toute une équipe. Et à un moment, on fait en sorte aussi que ça réponde à des politiques territoriales. Et derrière, on a des financements. Nous sommes sur des territoires pauvres et la commune a besoin de cet engagement citoyen et associatif pour porter des projets. Ça me permet de me sentir impliquée. Des projets comme ça qui sont mis en place et qui durent dans le temps, c'est ça, faut que ça dure. Pas que ça dure 1 année, 2 ans, faut que ça reste. Les citoyens sont de moins en moins attirés en fait, par un engagement de long terme et la municipalité doit apprendre à composer avec ces collectifs moins structurés sur lesquels il n'y a pas de président ou de leader clairement identifié, où les décisions sont plus horizontales et où la visibilité sur le temps long est aussi un peu plus faible. La gratuiterie, c'est un collectif. Elle n'est pas structurée sous forme d'association, mais c'est un collectif de citoyens qui s'est regroupé. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est pour nous ça. Merci. Merci beaucoup. Très joli. Le but de la gratuiterie, c'est d'éviter le gaspillage. Ici, on apporte tout ce qu'on veut. Par exemple, des verres, par exemple, des tasses, des théières, tous les objets grille-pain. C'est aussi un endroit où les personnes viennent choisir un objet. C'est pas un échange. Hein. C'est une grand-mère qui veut faire un cadeau à Noël. Il y a des jouets qui rentrent qui n'ont jamais été déballés. C'est des petites jeunes filles qui viennent pour la maman choisir des petits bijoux. C'est ça la gratuiterie. Ça va, Thème? Ça va et toi? Tiens, je t'ai mis de côté ton besoin là pour ton petit studio. Bah, pour le même prix, tu peux emporter le panier aussi. Je suis venu à la gratuiterie pour chercher des ustensiles pour pouvoir m'installer dans ma chambre d'étudiant bientôt. Et vu que c'est très pratique et c'est unique dans le département, c'est un moyen de s'installer et trouver des choses sans forcément taper dans les réserves. Voilà. L'idée, c'était d'avoir un lieu de don. L'intérêt qu'il ait été structuré en collectif, c'était vraiment une volonté d'horizontalité. C'est des gens qui se situaient tous au même niveau, qui avaient envie de porter ce projet commun, qui était pour eux un lieu d'échange, un lieu de lien social au sein de la commune. La gratuiterie me donne un but. Quand je me lève le matin, je sais que j'ai quelque chose, je vais avoir quelque chose à faire. Il va y avoir des gens gentils, agréables, on va échanger, on va rire. Des fois, on va chanter aussi. Et cet échange quand même avec les autres, c'est quelque chose. Can you leave a money donation? Yeah, there's a little pig here. Pour la municipalité, travailler avec des collectifs s'avère plus compliqué dans la mesure où il n'y a pas de référents clairement identifiés. Les démarches administratives sont inexistantes et elles doivent être initiées du coup par la municipalité qui va devoir mettre en place un cahier des charges pour mener à bien leur projet. Mais elle a mis à disposition le local, elle a mis à disposition quelques matériaux et ensuite ce sont les habitants, ce collectif qui s'est saisi de cette opportunité et qui ensuite le gère aujourd'hui pour accueillir du public. La gratuiterie est ouverte depuis 3 ans maintenant. Et nous avons accueilli pratiquement 10 000 personnes. C'est pas mal quand même, hein? 10 000 personnes. Je suis très fière, très contente. Alors qu'on s'attendait à ce que les problèmes de financement soient un des freins principaux dans la pérennisation de l'engagement citoyen, on s'est aperçu que finalement le principal problème n'était pas là. C'est principalement la question de la temporalité. Parce que quand on s'engage, on a envie que le projet aboutisse assez rapidement, on a envie de le voir se mettre en œuvre. La recherche POPSU a révélé les besoins de coordination que ça générait entre politique et technique, parce que les équipes techniques municipales, par exemple les espaces verts, ne comprennent pas forcément pourquoi ils doivent être en soutien à des initiatives citoyennes. Ça a montré aussi le besoin de coordination entre les porteurs de projets eux-mêmes, qui doivent aussi s'articuler entre eux pour permettre à la collectivité d'accompagner chacun à sa juste mesure dans un cadre qui puisse être opératoire en fait.
On t'a amené un exemplaire. Ouais, du coup, alors, tout le travail qu'on a fait, finalement, ça a été synthétisé dans ce document. Et puis, on a rajouté, du coup, la partie accompagnement à l'élaboration d'un projet. Et on a bien, du coup, construit le livret sur les 3 modalités de portage qu'on avait identifiées, à savoir, vous êtes citoyen, vous avez une idée que vous voulez monter tout seul, comment on fait? Vous êtes organisé en collectif, comment vous faites? Et vous souhaitez vous organiser en association ou vous êtes une association, quelle marche à suivre pour monter votre projet? Et pour moi, POPSU, ça a été un programme de rencontre et de mise en lumière pour créer du lien et puis pour poursuivre cette dynamique participative. L'histoire de Volonne, elle nous apprend que même quand on est une petite commune, une commune rurale, que de 1700 habitants, on peut voir émerger plusieurs initiatives citoyennes de collectifs. Peut-être même que c'est une échelle qui facilite en fait l'interconnaissance entre habitants, entre citoyens, mais l'interconnaissance aussi avec les élus. Et cette proximité est sans doute un levier finalement et un facilitateur pour co-construire une action publique. Ça nous apprend également que ça ne se décrète pas d'être un village participatif. À Volonne, on a observé l'existence d'un noyau d'habitants qui souhaitaient participer. C'est ça qui a permis cette dynamique-là. La question ensuite, effectivement, c'est comment on peut encourager d'autres habitants à aller vers la participation sans tomber non plus sous une forme d'injonction à la participation en disant on serait dans un village participatif où tout le monde est obligé de participer. On voit bien qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent pour tirer le meilleur de l'énergie des citoyens tout en les encadrant pour éviter qu'il y ait des contestations a posteriori. Donc il y a effectivement un accompagnement de l'État et de les collectivités pour davantage de dialogue. En d'autres termes, il y a notamment un équilibre à trouver entre l'ouverture des espaces publics d'un côté et le nécessaire cadre pour l'appropriation de cet espace public qui doit bien sûr pas être privatisé. En conclusion de la recherche, on a aussi mis en valeur le rôle clé de l'ingénierie en interne pour les collectivités. Dans des communes rurales, souvent, il n'y a pas de chargé de mission, il y a peu d'ingénierie. Finalement, souhaiter développer les initiatives citoyennes, ça prend du temps, ça demande des connaissances et ça nécessite d'avoir des moyens humains, un accompagnement pour assurer cette dynamique-là.